Cerno. Épisode 109. Je suis en voiture, sur une petite route dans la Drôme provençale, et je me rends chez Olivier. Olivier, c'était le compagnon d'Éric B. Éric B, je vous rappelle que c'était un amant de Paulin, qu'il avait hébergé dans le 14e arrondissement. Alors j'arrive dans le village. Il y a des gens qui jouent à la pétanque. Bonjour. Excusez-moi, je cherche Olivier. Ça s'est passé il y a très longtemps. Ça me rappelle vaguement quelque chose, ça. Ah bon. Ah oui. C'était horrible. C'est pas vrai. Horrible. Mais un truc genre énorme. Ça me fait hyper peur. Ah oui. Putain, oui, c'est ce que j'allais dire. Qui vous l'a dit ? Jean-Louis. Je m'en souviens pas. Tu comprends ce que je veux dire ? Bah oui. C'est des choses importantes. C'était magique. C'est extrêmement agréable d'entendre cela. C'est fou, hein ? Énorme. Horrible. Cerno. Beau mec, grand beau mec. 3, 2, 1. Excusez-moi, je cherche Olivier. Olivier comment ? Colombe. J'ai rendez-vous avec lui. Peut-être moi je dirais la famille Colombe, c'est ceux qui étaient propriétaires de l'auberge à un moment. Ah. Et je sais que la maman, elle habitait... Oui, c'est l'auberge. Est-ce que c'est pas l'auberge ? Ouais. Ok, je vais aller là-bas. Vous jouez à la pétanque ? Les deux là, et des Parisiens. Parisien ? Ah bah ça y est, lui il est parisien. Non, moi j'étudie là-bas, mais je suis d'ici. Ouais. Ok. C'est beau, c'est magnifique ici. Ouais, hein. c'est beau, ouais. C'est très joli. Qu'est-ce que vous faites ? Je fais un reportage et j'ai rendez-vous avec Olivier pour l'interviewer. Je viens de Paris aussi. Pardon ? Une web radio ? Non, c'est un podcast. Ok. Non, c'est Ouais. chouette. C'est quoi le thème ? En fait, je travaille sur une vieille affaire criminelle. D'accord. L'affaire Thierry Paulin, vous connaissez ? Paulin me parle parce que c'est un tueur en série ou quelque chose comme ça qui a Oui. tué des vieilles dames. Hein. Oui. Ouais. Ça vous dit quelque chose ? Ça me parle parce que j'ai 56 ans, donc je suis au courant. 56 ans ? Ouais. Je suis pas d'ici non plus. Vous êtes d'où ? Je suis compliqué. Je suis d'origine indienne, née en Guadeloupe et j'ai vécu à Grenoble. Je fais mes études à Grenoble et après je suis arrivée à Nyons parce que j'ai rencontré le père de Guillaume et voilà. Je suis restée, on s'est séparés, mais je suis encore là pour quelque temps. Ouais. Guillaume, c'est votre Mon fils alors. Qui est étudiant en art appliqué à Paris. Et Jules, son copain, qui est à l'équipe à Paris, journaliste à l'équipe. Ah ok. Vous avez grandi en Guadeloupe ? Ouais. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai eu mon bac et je suis venue étudier. Je suis partie étudier à Grenoble. J'ai fait du droit et de l'urbanisme. D'accord. Et puis c'était un peu pour fuir un peu parce qu'on n'avait pas trop de sous. Enfin, quitter la maison pour trouver un job, réussir entre guillemets, trouver une voie. J'ai fui parce que mes parents s'entendaient pas. Enfin voilà, c'était pas une vie super quoi. C'était fuir pour trouver, pour étudier quoi, trouver Une échappatoire ? une échappatoire, ouais, faire une vie. Je sais pas si je l'ai réussi, mais Ah bon ? j'ai de beaux enfants, c'est déjà pas mal. Hein. C'est quoi votre critère de réussite ? J'en avais pas et là j'en ai pas. Moi, c'est réussir sa vie et pas dans la vie en fait. Voilà le truc. C'était la différence. Réussir dans la vie professionnellement, financièrement, ça c'est pas trop mon truc. Et là, c'est réussir sa vie, avoir une vie qui a un sens en fait. Et elle a du sens votre vie ? En ce moment, pas trop parce que je suis en projet de reconversion. Ça a du sens ? Donc en ce moment, je cherche. Je pense avoir trouvé. Alors, ça c'est quoi ? Ce serait peut-être travailler dans une bibliothèque. Donc, j'ai besoin d'avoir faire un truc que j'aime. Parce Donc que les jusqu'à livres. présent, c'était faire pour faire. Donc là, j'en peux plus. Donc j'aimerais bien que ça fonctionne. Je vous le souhaite. Voilà. Et vous avez quitté la Guadeloupe en quelle année ? Alors, en 1984. Donc ça fait loin, hein. Vous étiez peut-être pas nés. Si. Ouais, en 84, j'avais 18 ans. C'est l'année où Thierry Paulin a commencé à tuer. C'est vrai ? Waouh ! Quelle coïncidence ! Non, ouais. Ah ouais. Ouais, je crois que c'est pas. Il n'était pas antillais, il est pas antillais. Il était martiniquais. Ah ouais, je me rappelle parce qu'il y en a très peu des serial killers un peu de couleur. Il y a Guy Georges aussi. Hein. Tu t'en vas, Guillaume ?
Ah ouais, avec ma mère, on va aller à la Fabrique, c'est une ressourcerie à Nyons. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Ah ah. Il n'y a que des fringues là. Bon, bah merci. C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Julien. Élise. Élise? Ouais. Bah merci. Merci à vous. Bonne journée alors. Ouais, Également. Profitez bien. Et Merci. bonne reconversion alors, Élise. Ciao. Merci. Donc, ce serait dans l'ancienne auberge qu'habiterait Olivier. Ah oui, c'est là. Les Colombes. Olivier vous accueille dans ses chambres d'hôtes. Je suis un peu en avance. Je sonne. Bonjour. Olivier. Enchanté. Ça va? Ouais. Tu veux un thé? Un café? Un café, bien sûr. Ouais, je suis très café, mais... C'est très café, mais je te prends un café. Merci. Et j'arrive tout de suite. D'accord. Ma mère. Bonjour madame. On va se mettre sur la terrasse? Oui, je t'attends sur la terrasse? On se tutoie? Oui, on se tutoie. Ok. Bonjour madame. Ça va? Si on veut. Vous n'avez plus l'usage de vos jambes. Il filait ses victimes jusque chez elles. C'est un micro. Je suis venu interviewer votre fils. Pour interviewer sur quoi? Sur Eric. Eric. Ouais. Ah bon, très bien. Voilà, vous avez une belle vue ici. Mais oui. Ouais. Oui, il fait bon. C'est beau. Je regarde les petits oiseaux, il y a des tourterelles. Là. Vous avez toujours vécu ici, madame? Ah non, moi je suis vosgienne. D'accord. Non. On venait en vacances et puis on est resté une fois en 69. D'accord. Et c'est un bon endroit pour vivre ici? Bah, c'est pas. Oui, il y a un temps super. Il fait toujours meilleur qu'ailleurs. C'est ce que je dis à mes clients. Je disais. Vous aviez une auberge? Ben oui, j'ai créé en 72. Ici, il y avait le château. Il n'y avait que des pierres. Une ruine complète. Et voilà, et mon mari adorait mettre les pierres les unes sur les autres. Et il a continué jusqu'à plus loin que la retraite d'ailleurs. Son boulot de professeur à Paris, je l'accompagnais à la gare de Montélimar et il partait à Paris. Une semaine sur deux. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai peu à peu, il a fallu que je travaille un peu. J'ai fait les vendanges, j'ai fait les ramassages des olives. Vous avez déjà ramassé des olives? Jamais. À Nyons, le matin. Il y a un vent qui vous scie tout le corps. C'est terrible. Quand on est sur un échelon là pour tirer les olives, on est glacé de la main jusqu'aux pieds. C'était une bonne vie pour vous ici? Oh bah après j'ai créé l'auberge, alors peu à peu j'ai fait des choses quoi. Alors quand on est occupé tout le temps, on peut pas faire autrement de toute façon. Et il faut bien se réjouir de ce qu'on fait. J'ai pas pris beaucoup de vacances, j'ai pas visité beaucoup de pays, mais avec la télévision, on a quand même un petit peu de distraction. Donc vous avez beaucoup travaillé et votre corps a fini par vous lâcher? Eh bien, quand j'étais en vacances à Paris, le médecin, j'ai dit au médecin, oh là là, je suis un peu fatigué, là, vous pourriez me donner quelque chose. Il m'a regardé, tout. Il m'a dit, vous avez la maladie de Parkinson. Ça, c'était comme ça. Alors, on prend des petits cachets, quoi. Mais c'est pas pour ça qu'on peut marcher. Alors, je suis très désolée parce que là, il y a des marches partout. Si j'avais su, dans l'auberge, j'aurais fait des plats. Mais il y a des marches partout. Et pour me monter, il faut qu'il monte avec le fauteuil. Ça m'énerve énormément. Je voudrais bien qu'il me laisse un petit peu me lever pour faire 2 pas.
Mais qu'est-ce que vous faites là, vous allez... Oui, je vais voir votre fils. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il prépare le café, je crois. Et du coup, vous restez ici assise à regarder la vue? Ben oui, ou dedans ou dans la chambre. Là, c'est France Musique, je viens de tomber. Ah, vous écoutez France Musique? Ben, c'est ce que le jeune homme m'a mis. Mais la radio et moi, j'ai toujours des problèmes pour régler. Moi, je suis nulle avec toutes ces machines. C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Julien. Mireille. Mireille, enchanté. Enchanté. Vous allez avoir la crampe avec votre engin. Avec mon micro, j'ai l'habitude. Bon, je vous laisse, je vais retrouver votre fils qui est passé avec le café. Il reviendra, il faudra qu'il me rentre avec sa force, mais il n'aime pas ça. C'est pas son truc d'être avec des malades ou des gens âgés. Ah oui? Mais il n'aime pas. Non. Bon, merci Mireille, à tout à l'heure. Je vous en prie. Merci. Quel endroit magnifique. Oh là là. Tu m'impressionnes avec ton truc là. Oh, c'est qu'un micro. On va goûter le café déjà. Merci. Ouais, cet endroit, ça fait un an que je suis installé là, c'est vraiment... C'est un bonheur de tous les jours. C'est vrai qu'on est au milieu des collines. Ouais, c'est une espèce de nid d'aigle, quoi. On est tout en hauteur, on domine la vallée. On n'est pas très haut, mais on est entouré de montagnes. Ouais. Donc tu es en hauteur et entouré de montagnes, à 360 degrés. C'est vrai que moi je trouve qu'il y a une qualité de nuages, je trouve ici géniale. De nuages? Les nuages, ouais, je trouve les nuages, ils sont... t'as des nuages fabuleux d'une... Je sais pas, t'as des couleurs de nuages absolument... Enfin moi je kiffe quoi, vraiment. Tu viens de Paris? Paris, ouais. Enfin je suis quasiment né ici. Et je suis originaire de Paris, mais mes parents sont venus s'installer ici quand j'avais 6 ans. Ils ont construit ce truc complètement délirant là. Oui, c'est une maison... Pierre par pierre. Ouais. C'était une ruine. C'était une ruine qu'ils ont reconstruite selon leur idée? Ouais, selon leur idée, parce que mon père était prof à la Sorbonne et après il a regroupé ses cours à Paris. Et quand à chaque fois il venait, il construisait des trucs quoi. Et puis ça faisait une pièce de plus et puis ça s'est agrandi, puis après ils agrandissaient encore, et puis après ils refaisaient une pièce, et puis nous on dormait dans des chambres, puis dès que les chambres étaient bien, on sortait de la chambre pour aller ailleurs, dans une soupente, pour filer la chambre aux clients. Enfin bon, ça s'est construit vraiment. Là, la terrasse, j'ai des souvenirs de le voir avec le marteau-piqueur, pour virer le rocher, enfin tu vois. C'était une bonne enfance? Un peu comme toujours, hein, dans toutes les familles, il y a tu reproches toujours des trucs, mais... C'était une enfance au milieu des clients, en tout cas. Voilà. Ils ont vite ouvert un resto, après ils ont fait des chambres, et puis donc j'ai plus vécu au milieu des clients que dans une famille. Que dans une famille, oui. Mais comme beaucoup de familles de commerçants et de restaurateurs, surtout, tu vois. Parce qu'ils bossaient énormément, hein, donc du coup, on se débrouillait un peu comme on pouvait, quoi, tu vois. Voilà. Et du coup, il y a un an, tu as décidé de quitter Paris pour revenir... ouvrir des chambres d'hôtes, c'est ce que j'ai compris? Oui, enfin, ouvrir des chambres d'hôtes, c'est parce que c'est le plus facile. Enfin, là, j'ai fini les travaux et tout ça pour réaménager parce que ça n'avait pas été habité depuis 7-8 ans. Donc j'ai vendu mon resto, j'ai vendu une partie de mon appartement à Paris et je réhabilite ici pour le sauver en fait, enfin, pour pas que cet endroit soit vendu quoi. Pour l'instant, on n'a pas envie quoi. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. Je t'en prie. Tu sais pourquoi je suis ici? Je pense que tu as eu Françoise au téléphone. Oui, c'est ça, oui. Donc Françoise qui est amie avec Delphine que je connais, à qui je fais confiance. Qui est une écrivaine célèbre. Ouais. Il y a qu'aujourd'hui où j'ai regardé qui tu étais en fait sur Wikipédia là. Donc j'ai vu que tu avais l'air sérieux. donc voilà. Mais sinon oui, pourquoi pas, j'ai réfléchi un petit peu puis je me suis dit que pourquoi pas. Oui, j'avais besoin d'entendre parler d'Éric. Quand j'ai vu son nom,
dans mes dossiers sur Thierry Paulin. Je me suis dit que j'allais le contacter et je me suis rendu compte qu'il était décédé. Et du coup, j'étais un peu... Pardon, je t'étouffe. C'est la clope. Il y a beaucoup d'hommes de cette génération qui sont plus là pour témoigner, en fait. Et donc je me disais que j'avais envie de te rencontrer pour peut-être parler de lui, si tu acceptes, si c'est pas trop douloureux, si je sais pas comment tu vis avec ça. Non, ça va, c'est très présent encore, même si ça fait 20 ans là qu'il est mort, ce couillon. Ça fait 20 ans ? Je crois, ouais. Ça fait au moins 20 ans. Là. Comment tu l'as rencontré, toi, Eric ? Dans quelles circonstances, tu veux dire ? Oui. C'était dans un bordel. D'accord. Je pense que moi je suis pas très date, hein, mais ça doit être dans les années 2000. Ouais. Et en fait, moi c'était un concours de circonstances que je sois là-bas, à la fin de mon service, mais c'était déjà à 4h du matin, je suis descendu au dépôt. Et je me souviens, je descends à la salle dans les backrooms en bas, je fais un tour. Et en fait, ça le fait pas, donc je dis non, c'est bon, laisse tomber. Et je remonte, et j'avais laissé toutes mes affaires au pied du tabouret de bar. Mon sac, tout en fait. Et à l'époque, j'étais en pantalon-jupe, j'avais une veste chinoise, et j'avais les cheveux longs à la chinoise coupés en rond. C'est très moche, là, tu sais, le rond là, avec la natte, là. Et donc, je remonte en me disant, bah, je me casse, et donc, ça devait être 4h30 du mat, un truc comme ça. Donc, je remonte et puis je vais pour prendre mon sac, avec toute la caisse du bar dedans. En fait, j'avais un grand bar avec deux grandes terrasses. Donc, pas mal d'argent, en fait, dans le truc. Et donc, je descends pour prendre mon sac. Et quand je me relève, il y avait Eric qui était assis sur le tabouret. Et là, je sais pas comment ça s'est passé, mais on s'est roulé un gros patin tout de suite. Et on est allé chez moi. Mais direct. Et c'est très bizarre parce que ça n'arrive jamais en fait ça quoi tu vois. Enfin moi ça m'arrive jamais dans ma vie. Et après il est parti au petit matin, je lui donnais mon numéro de téléphone comme ça, je me souviens pas. Et ouais ça c'était un 12 juillet par contre. Et voilà. Et en fait après il m'a raconté que son mec était en tournée et qu'il était juste venu au dépôt boire un coup quoi en fait. Vraiment il n'avait pas d'intention de forniquer avec la planète entière. Et donc il était très sagement au bar, mais quand il s'est assis au tabouret et qu'il a vu un sac au pied de lui, il s'est dit « Mais quel est l'inconscient qui peut laisser son sac comme ça ?» Et il m'a dit « J'attendais de voir qui pouvait faire un truc pareil en pleine boîte de nuit à Paris, de laisser ses affaires comme ça. » Moi j'ai toujours détesté les vestiaires, ça va toujours gonfler, les tickets, ces conneries-là. Et donc voilà. T'as eu une espèce de coup de foudre ? Ah ben moi tout de suite, oui. Et lui, je crois, 3 mois, ça devait être quand même au mois d'août. On va manger au resto, place de la République. Et fin août quand même. Et il me regarde, il me dit, je crois que je suis amoureux de toi. Et moi, je le regarde, je me dis, quel enfoiré, moi c'est depuis le début que je suis amoureux de toi. Donc voilà, puis bon, il sortait il était en rémission de cancer. Voilà, puis on était. Moi je jonglais entre lui, mon boulot. Mais c'était assez. J'avais pas mon fils parce qu'il était en vacances. J'habitais avec une nana qui avait 2 enfants aussi là. On cohabitait dans l'appartement. Parce que la mère de mon fils m'avait quitté 1 an avant. Et voilà, et on n'a pas tout de suite vraiment habité ensemble, mais il était quand même très souvent là. Puis après, il y a eu l'adaptation avec mon fils. Ça t'intéresse tout ça là ? Oui. Et au début, moi j'étais pas très assumé en tant qu'homosexuel, si tu veux. Donc mon fils quel âge il avait 4 ans à l'époque. Et Eric était souvent à la maison et j'avais dit à mon fils c'est un ami, tu vois. Et puis au bout mais sans en dire plus. Et donc un soir Eric me dit Olivier, ça va pas, ton fils il m'ignore, il me capte pas, il m'ignore, enfin ça va pas, le truc va pas. Mais donc on en discute et je dis peut-être qu'il faudrait que je lui dise en fait, tu vois, quitter réellement.
Donc j'attends la semaine d'après, je vais le chercher à l'école. Je me souviens toujours, tu vois, le petit bonhomme là, je prends, puis on marche, on va à la boulangerie, on prend un croissant, on marche au bord du canal. Puis à un moment, je m'assois, je me mets à sa hauteur. Je regarde, je dis, tu sais Enzo, Eric en fait, c'est mon amoureux. Et il me regarde, il me dit, c'est pas possible. Et je regarde, je dis, bah si, c'est possible, je viens de te le dire. Et puis là, je cherche des exemples de couples gays, et en fait, il y avait que mes 2 associées filles du resto, mais là, on avait un 2e resto en face. Elle tenait le 2e resto en face, et qui étaient ensemble, quoi, tu vois. Et donc, je dis, bah, tu vois, Ophé et Nathalie, elles sont ensemble. Mais j'avais pas de couple gay dans mon entourage, en fait. Et puis on continue à marcher, tout ça, puis voilà, on n'en reparle même pas en fait. Toi, après il y a une pause, je sais pas ce que je lui ai dit, puis après on continue, tout ça et tout. Et le mardi soir, il partait chez son pote dont le père était restaurateur. Et moi, Eric venait le mardi soir, donc je passe la soirée avec Eric. Et le lendemain, le mercredi midi, on avait rendez-vous au resto, récupérer mon fils. Et là, Eric, il avait tout le temps une casquette sur la tête. Il avait souvent des casquettes. Et donc, je te jure, il fonce sur Eric, il lui prend sa casquette, et il la met sur sa propre tête. Et là, je me suis dit, c'est gagné, quoi. Tu vois, parce que le gamin, en fait, il sentait ça, c'est pour ça qu'il faut toujours dire les choses. Quand on dit qu'il faut mentir pour protéger, ou pas dire des trucs pour protéger, c'est de la connerie. Parce que là, le gamin, il sentait qu'il y avait un truc qui collait pas avec ce qu'il revoyait, avec ce qu'il vivait, avec ce qu'il... Tu vois. Et là, le fait de mettre des mots sur la relation, et les mots qui étaient vrais, du coup, ça lui posait aucun problème. Et c'était un moment fabuleux, quoi. C'était un moment fabuleux, vraiment. Il avait pris... Et il s'entendait... Après, il s'est entendu mais parfaitement bien avec Eric, quoi, tu vois. Tout était réglé. Est-ce que toi, t'étais marié avec la mère de ton fils ? Marié, mais je suis resté 7 ans avec elle et on a eu Enzo au bout de 3 ans. 4 ans. Et on s'est séparés 3 ans après. C'est-à-dire que t'étais exclusivement hétérosexuel et puis... Non, j'ai toujours été... Bon, je suis tombé amoureux d'elle, si tu veux. Mais c'est vrai que j'étais pas... Moi, j'arrivais de... Tu sais, je suis né à Paris, mais je suis venu ici quand j'avais 6 ans, je suis remonté quand j'avais 18. Donc je suis arrivé ici, j'étais un Parisien, je suis remonté là-haut, j'étais un provincial. Donc ce qui m'a sauvé la vie d'ailleurs, hein, parce que comme j'étais pas très dégourdi, j'allais pas au palace, j'allais pas au machin, tu vois, donc, mais je serais mort sinon, je pense. Tu vois, si mes parents étaient restés dans le 6e arrondissement, je pense que je serais mort du sida, quoi, c'est sûr, tu vois, c'est quasiment sûr, enfin, tu vois. Et là, mon côté prude et pas assumé m'a sauvé en fait de... Parce que tu n'étais pas dégourdi, donc ça veut dire que tu n'as pas eu beaucoup d'aventures avec des hommes, c'est ça ? Voilà, je rencontrais des gens. J'avais rencontré un mec pendant une grève de métro. On a eu une relation, mais mes potes, mais j'en parlais pas à mes potes. Tu vois, j'avais des potes, j'affichais pas du tout ce côté-là. C'était dans les parcs, ou des rencontres comme ça, tu vois, mais c'était pas... C'était caché. C'était caché, ouais. Parce que moi, j'avais pas honte, mais en plus, dans ma tête, je pense... par rapport à ça, j'avais dans la tête que c'était pas forcément une déviance, mais que c'était un complément, on va dire. Tu vois, que c'était pas la finalité. Et après, je me suis rendu compte, en vivant avec Eric, justement, que c'était absolument pareil, quoi. Que tu sois avec un homme ou une femme, c'est pareil, quoi. Les gens, ils ont des stéréotypes, ils te posent des questions, c'est un peu atypique, quand même, j'avoue. Mais... Donc, j'écoute, mais alors... C'est quand même plus facile, mais non, enfin, je veux dire, les relations, t'apprends à vivre avec l'autre, t'apprends à découvrir ce qu'il est, tu fais des concessions, c'est un travail, quoi, c'est un boulot monstrueux, quoi, d'être avec quelqu'un. Et c'est pareil. C'est pareil. Enfin, je vois, vraiment, moi qui ai vécu les deux, enfin, après, avec Eric seulement 3 ans, mais... Et avec Sina 7 ans, mais c'est vraiment ce que j'ai découvert, quoi. Vraiment, il n'y a pas de différence, quoi. T'avais quel âge quand t'as rencontré Eric ? Je devais avoir, je sais pas si c'est en 2000, je suis dans 64, une quarantaine d'années, non ? 36 ? 36, ouais. Ouais, 36. Il était comment ? Est-ce que tu peux le décrire physiquement ?
Il m'a plu, mais c'était carrément pas du tout mon genre de mec. Mais je sais pas, il était génial. Il était génial parce qu'il est, enfin, je sais pas, il était surtout franc. Tu vois, il était franc, il était. Il fallait pas qu'on l'encombre avec des trucs qui étaient inintéressants. Tu vois, donc. À des moments, tu vois, t'as toujours tendance à ramener tes problèmes du boulot, à parler des trucs, des machins. Et il me regardait, il me disait, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Même par rapport à la jalousie, parce que c'était un mec. Moi, j'avais quand même tendance, surtout avec ma femme, à être un peu jaloux, tout ça, tu vois, à me laisser aller dans ce genre de trucs. Et lui, un jour, on discute et il me dit, mais Olivier, mais c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Et voilà, et donc t'as rien à dire, quoi, en fait. Bon, il allait pas avec d'autres mecs, hein, mais tu vois, et le fait il avait raison en plus, tu vois, donc le fait d'appuyer des choses comme ça, il avait pas de temps à perdre, avec des conneries. Donc on rentrait pas dans des trucs à la con. Grâce à lui, parce que tu vois, il mettait des... Et moi, il me fallait ça, il fallait qu'on me recadre, parce que c'était... Bon, bref. Et voilà. Mais il était comment physiquement ? Je sais pas trop comment te dire. Je sais pas comment te dire. Il était mince, il était un peu plus petit que moi. Je sais pas, il avait surtout un sourire, un visage très fin. Ouais, et surtout une expression de visage assez folle. C'est-à-dire ? Je sais pas quoi le dire là, moi je l'ai dans ma tête, je l'ai dans ma rétine, je l'ai dans mon corps et tout ça, mais le décrire j'ai du mal. Françoise me disait qu'il était un peu comme un chat. Ah c'est vrai qu'elle l'a connu elle. Quand ils étaient étudiants. Oui, ça lui va pas mal le chat d'ailleurs. Et ça lui va pas mal. Oui, c'est vrai, ça lui va pas mal. Elle dit qu'il riait silencieusement. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est vrai. Oui, il avait une retenue, tu vois. Il était pas du tout. C'était un peu l'inverse de moi, quoi. Tu vois, ce qui peut être assez extravagant, assez ça. Lui, il était tout en finesse, tout en. Je dirais pas douceur quand même, parce que. Mais ouais, tout en finesse en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, c'était vraiment un être raffiné, quoi. Raffiné et intelligent, quoi. Vraiment. Il était médecin, infectiologue. Ouais, il n'avait pas de cabinet, hein, il gagnait pas trop de thunes en fait. Donc j'ai cru comprendre que votre relation a duré 3 ans. Et assez vite vous avez vécu ensemble ou vous viviez séparément ? Écoute, quasiment pas tout de suite, parce que... Alors c'est très marrant avec Eric, ça c'est ce qui s'est passé aussi, c'est que... Moi j'habitais donc la rue Beaurepaire, donc je cohabitais avec une nana qui avait ses 2 mômes. Et Eric était souvent là, donc il avait quand même son appartement, il habitait chez une tante ou je sais pas quoi, qui n'était pas là, de l'autre côté de Paris. Là. Alors Eric, la première année, un jour je lui ai demandé, il avait fait faire des courses et je lui ai dit tu peux me racheter une brosse à dents ? Puis il m'a regardé, il m'a dit mais non, c'est beaucoup trop personnel, tu vois. C'était étonnant, enfin moi j'étais sur le cul quoi, quand même, qu'il puisse sortir un truc pareil. Bon, il avait quand même acheté. Oui, parce que oui, au départ, on a voulu louer un appartement ensemble. Ça, c'était ok pour lui. Mais personne ne voulait nous louer. Pourquoi ? Parce qu'on était un couple gay. Et personne ne voulait nous louer. Et un jour, je me souviens, j'avais fait les annonces de particulier à particulier. J'étais dans le salon et puis... et j'appelle un mec, c'était un appartement vers Gare de l'Est, je me souviens. Et c'était tout à fait ce qu'il nous fallait, en grandeur et tout ça. Et donc, je dis voilà... je donne nos noms et tout ça, et puis... et le mec, là, il voit qu'on est 2 mecs et un enfant, et il me dit « Ah non, mais moi, je veux louer à une famille. » Mais je dis « Mais monsieur, nous sommes une famille. » Je veux dire « Ah non, mais j'ai une famille avec 2 enfants. » Enfin, n'importe quoi, tu vois, le grand n'importe quoi. En tout cas, c'était très compliqué. À ce moment-là, c'était vraiment très, très compliqué. Et puis, il me voyait chercher, machin... Et là, du coup, il y a eu un déclic quand même, et du coup... alors, il a hérité de sa grand-mère ou sa grand-tante, je sais pas. Et donc, il avait de l'argent, tout d'un coup. Et un jour, il me dit, d'accord, on achète ensemble. Donc, tu vois, en un an,
Entre le mec qui voulait pas m'acheter une brosse à dents et au bout d'un an, il était prêt à acheter un appart quand même. Moi, quand je l'ai connu, il était en rémission de son cancer. Oui, il avait un cancer. Et j'ai jamais su trop ce que c'était comme cancer d'ailleurs. Cancer de la moelle épinière, non pas de la moelle épinière, je sais plus. Il avait une greffe. Et donc, je sais plus trop dans quel ordre c'est passé. Ça a duré 3 ans, mais entre-temps on a voyagé, on est allé au Cap-Vert, on est allé en Crète, on a bougé un petit peu. 3 ans très intenses, j'ai l'impression. Ah oui, c'était intense, oui. Oh, on s'est pas emmerdé. Hein. Je veux dire, en plus, il y a les séances à l'hosto, c'est sûr que tu t'emmerdes pas. Et donc à un moment, il voulait me quitter, il me quitte en fait. Il me quitte et sous un prétexte fallacieux, parce que je suis quand même un mec génial. Et il me quitte et je comprenais pas en fait. Donc forcément, je suis très malheureux, tout ça, et j'essaye de le capter, quoi, de lui dire, mais attends, on mange ensemble et tout ça. Et puis, je crois qu'au bout de 15 jours, il accepte qu'on mange ensemble, donc on va à République, on mange ensemble. Puis on discute, plus ou moins, tu vois, c'était... j'avais acheté un cadeau, je crois. J'avais acheté un truc. Et puis c'est là qu'il me dit qu'en fait... ses résultats sont pas bons, qu'il va falloir qu'il se fasse hospitaliser, greffe de moelle et tout le tintouin là. Et moi je le regarde, je dis alors. Et en fait il voulait pas me faire vivre ça, quoi. C'est pour ça qu'il t'avait quitté. Ouais. Il voulait pas me faire vivre ça. Donc je digère un peu l'info. Mais moi franchement c'était. Je m'en foutais, quoi. Tout ce qui m'intéressait c'est qu'on soit ensemble, quoi. C'est pas. Enfin, je m'en foutais pas, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'avait aucune importance pour moi enfin, voilà. Et du coup, il est revenu. Et c'était, après toute cette période-là, c'est un peu flou dans ma tête, parce que c'était, effectivement, c'était intense, que c'était pas facile, mais ça n'a jamais été pesant non plus. Enfin, toi, il y a des périodes où, toi, il était dans le lit, il était complètement en sueur, donc tu vois, il fallait même changer les draps, en pleine nuit, tout ça. Mais je sais pas, ça a pas été, c'était pas lourd, quoi. Moi, je voulais même qu'on fasse un enfant. Il me disait, mais te rends compte, je suis malade. Bah oui, je lui dis, bah oui, bah tu peux aussi traverser la rue et te faire écraser. Je veux dire, c'est quoi l'histoire Donc voilà. Il savait pas qu'il allait mourir. Si, lui le savait, il était médecin, il savait bien que ça pouvait pas durer éternellement. Mais moi, j'y croyais pas. Moi, Ah, tu fais chier, hein. Désolé, hein. Moi, j'avais pas du tout... C'est comme si j'avais mis ça en dehors tu vois, des possibilités. Et donc, Là, ça fait 20 ans, t'imagines, ce connard, comme il me prend la tête encore. Ouais, non, vraiment, c'était... J'ai mis ça, mais... C'était pas une possibilité. Ou alors, bon, forcément. Mais non, même pas, tu vois, Voilà, c'était pas un truc, c'était pas un sujet. Et ça lui a servi vachement. Parce que justement... Comme c'était pas un sujet, moi ça me faisait pas flipper, je refusais de flipper, je refusais de penser à ça, je refusais même si je ne l'étais pas décidé, c'est inconsciemment, je me suis refusé. Avec le recul, je me dis, mais je devais ne pas laisser une seule brèche. Et donc du coup, voilà, on continue à vivre comme ça, avec les chimios, avec les résultats, avec les trucs, Et puis il refait un jour, je rentre, il avait peint un couloir en rouge. Je suis un poste original. Et donc on vivait, quoi. On vivait entre la chimio et le machin et le truc. Bon, après, pour voyager, c'était un peu plus dur.
Et puis voilà. Puis un jour, je suis au resto, il était retourné à l'hosto et tout, pour une séance de chimio, quoi. Je sais plus, une semaine ou 15 jours, je sais plus. Enfin, régulièrement, il allait faire sa chimio, et là, moi, j'étais dans le resto, sur la terrasse, là, il m'appelle, et il me dit « Olivier, j'aurais que tu viennes me voir ». Et c'était avant le service de midi, alors je dis « Quel couillon, quel emmerdeur celui-là, alors le truc, j'ai que ça à foutre, là, d'aller le voir maintenant ». Et puis j'y vais, bien sûr. Et là, il me dit « Olivier, il me reste 1 mois à vivre ». À suivre. Merci à l'anti-inspecteur Pierre Mouchel qui m'a aidé à réaliser cet épisode. Merci à Françoise, à Ninon Chapuis, ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures et n'oubliez pas... Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères.